Bonsoir. Merci de participer à ce webinaire sur la cardiologie congénitale, le premier webinaire de l'ICES sur la cardiologie pédiatrique et congénitale, que j'ai le plaisir de faire avec le docteur Sébastien Asquet, qui est pédiatre, chef de service de l'hôpital Marie-Lannelongue. Et nous allons vous parler ce soir des shunts cardiaques et de la cardiologie congénitale interventionnelle. Donc, moi, je vais commencer sur une vingtaine de minutes sur des généralités sur les shunts cardiaques. Le titre est « Tout ce que vous devez savoir sur les shunts ». En fait, je n'arrive pas à passer les diapos. Est-ce qu'il faut que je les passe là? Non. Ah si, en fait, pardon. Donc, en fait, ça, c'est mon plan. Rapidement, on va parler un peu des définitions et puis on va différencier des shunts pré-tricuspides des shunts post-tricuspides. Qu'est-ce qu'un shunt? Un shunt est défini par un passage anormal du sang d'une cavité à l'autre. Et il peut être intracardiaque ou extracardiaque, isolé ou faire partie de cardiopathies congénitales plus complexes. Et sous le plan physiopathologique, on distingue les shunts pré-tricuspides, qui sont des shunts à basse pression, des shunts post-tricuspides, qui sont des shunts à haute pression. Le diagnostic anténatal est possible et même fréquent de nos jours, sauf bien sûr pour le canal artériel et la communication interauriculaire, qui sont, comme vous le savez, physiologiques durant la vie fœtale. Et certains des shunts, et notamment des canaux artériels CIA et CIV, peuvent se fermer spontanément dans les premières années de vie. Voici un cœur normal en postnatal. Donc, un cœur normal postnatal n'a pas de shunt, c'est-à-dire que la circulation pulmonaire et la circulation systémique se font en série, sans mélange du sang bleu et du sang rouge. Et le côté droit qui gère le sang bleu est un système à basse pression, et le côté gauche qui gère le sang oxygéné rouge est un système à haute pression. Donc, aucun passage entre les deux circulations à l'état normal. Les shunts prétricuspides sont des shunts en amont de la valve tricuspide, qui sont les retours veineux pulmonaires anormaux, ou les RVPA, et les communications interauriculaires, qui sont beaucoup plus fréquentes. Donc, il s'agit de shunts, comme on a déjà dit, à basse pression, mais c'est vraiment essentiel. Et ces shunts sont responsables d'une dilatation des cavités droites, l'hypertension artérielle pulmonaire et le plus souvent tardive. Le pronostic de ces shunts est lié au ventricule droit et aux troubles du rythme cardiaque. Et de nos jours, l'intervention précoce est préconisée durant l'enfance. Et en fait, l'essentiel de ces shunts sont donc un passage de sang en amont de la valve tricuspide, soit par une ou plusieurs veines pulmonaires, soit par une communication entre deux oreillettes, gauche-droite, qui surcharge en volume le cœur droit. Voici un exemple de RVPA un peu particulier, qui est le fameux syndrome de Simter, qui est rare, mais qui correspond au drainage d'une ou plusieurs veines pulmonaires droites directement dans la veine cave inférieure, et que ce soit sur la radiographie ou l'angiographie IRM ici, on voit ces grosses veines qui se drainent depuis le poumon directement vers la veine cave inférieure. Et Simter, c'est pour ce sabre oriental qui a cette forme-là. Les communications interauriculaires donc sont des passages anormaux de sang entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Et sur le plan anatomique, on a différentes formes. On a des CIA centrales qui sont au milieu du septum interauriculaire, qu'on appelle aussi ostium secundum, avec des rebords suffisants tout autour de la CIA et qu'on peut fermer par voie endoluminale percutanée. Ensuite, on a des CIA ostium secundum qui sont postérieurs ici et qui n'ont pas de rebord, donc on ne peut pas les fermer par voie endoluminale percutanée. Des CIA type sinus venosus sont vers la veine cave supérieure, CIA cave inférieure vers la cave inférieure, et plus rarement des CIA de type ostium primum vers les valves auriculo-ventriculaires
et ensuite des CIA type sinus coronaire. Comment on fait le diagnostic d'une CIA? Chez l'enfant, c'est le plus souvent un souffle. Donc, les pédiatres nous adressent beaucoup d'enfants pour des souffles et on trouve très souvent des CIA. Parfois, ces CIA sont fortuitement. Le chant prétricuspide peut être bien toléré pendant de nombreuses années. Les symptômes chez l'enfant est la dyspnée d'effort et chez l'adulte, les palpitations. Un quart de patients adultes vont présenter un AVC en rapport avec une CIA et ça peut être le premier signe. Le diagnostic est fait par l'échographie cardiaque transthoracique. Chez l'enfant, ce diagnostic est aisé, mais chez l'adulte qui est moins échogène, on a parfois ou même souvent recours à une échographie transésophagienne. Le diagnostic échographique de retour veineux-pulmonaire n'est pas aisé à l'échographie et donc il peut être suspecté devant une dilatation des cavités droites mais sans CIA. Et dans ce cas, si on ne voit pas de shunt, on demande un scanner qui confirme le diagnostic. Voici un exemple pour les pédiatres dans le panel, au moins l'habitude des échographies cardiaques. On coupe qu'on appelle petit axe, le ventricule gauche qui est ce rond ici et le ventricule droit qui est devant. Et le signe d'appel, c'est cette dilatation du ventricule droit. Ensuite, dans une coupe qu'on appelle 4 cavités, parce qu'on a les cavités droites ici, le ventricule droit, l'oreillette droite, et les cavités gauches ici, le ventricule gauche et l'oreillette gauche, on voit également ces dilatations des cavités droites qui sont nettement plus larges que les cavités gauches. Et je vais essayer d'arrêter l'image pour vous montrer aussi qu'on peut suspecter dans cette coupe un défect ici dans le septum avec des beaux rebords. Donc, on peut être un peu optimiste pour une fermeture percutanée. Et ici, ce qu'on appelle une coupe sous-costale. Donc, on va par voie sous-xiphoïdienne et on voit ici le foie. Et en amont, on voit le cœur, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. Et entre les deux, ce passage de flux rouge depuis l'oreillette gauche vers l'oreillette droite qui correspond à la CIA, qui paraît également bien centrale, donc qui se présente bien pour une fermeture endoluminale percutanée par cathétérisme. Ici, une autre CIA aussi ostium secundum. On voit de nouveau ces dilatations des cavités droites qui est constante. Et ici, un large flux qui vient de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Et sur l'image suivante, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas de rebord postérieur. Donc, c'est un enfant qui a été opéré et le chirurgien a confirmé effectivement qu'il n'y avait aucun rebord postérieur. Et comme on le pensait à l'échographie transthoracique, ça se présentait mal pour une fermeture percutanée. Un autre type de CIA vers la veine cave supérieure, qu'on appelle aussi les sinus venosus. Donc, on voit ici l'oreillette gauche, l'oreillette droite, veine cave inférieure vers le foie, veine cave supérieure. Ici, on voit clairement ce défect qui est assez large et en couleur, un passage de sang de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Donc, cet enfant aussi a été opéré. Pourquoi j'ai mis fermeture chirurgicale, point d'interrogation? Dr. Asquette va vous en parler plus, des nouvelles techniques de prise en charge de ces cardiopathies, qui sont toutes nouvelles. Épidémiologie et génétique. Donc, les CIA représentent 10% des cardiopathies congénitales. Elles sont sporadiques et sans étiologie. Les plus fréquentes sont les CIA ostium secundum, environ 60% des cas, suivis des ostium primum vers les valves auriculoventriculaires, 20%, puis par des sinus venosus, 15%, et les plus rares sont les sinus coronaires, qu'on voit vraiment très rarement. Certains CIA sont associés à des malformations squelettiques, et notamment dans le syndrome de Holt-Oram, qui est lié à la mutation dans le gène TBX5. Et exceptionnellement, il existe des formes familiales associées aux mutations dans des gènes NKX 2.5 et GATA4, et qui s'associent très souvent à des BAV du premier degré à l'ECG, raison pour laquelle, devant une CIA, il faut toujours faire un ECG. Comment on traite les CIA? Bon, on l'a déjà dit, les CIA centrales ostium secundum, fermeture endoluminale par cathétérisme cardiaque. Les autres formes, des CIA et RVPA, c'est le traitement chirurgical. Que ce soit la chirurgie ou la fermeture par cathétérisme, le risque
est faible, inférieur à 1%, et il existe des avancées très récentes dans la prise en charge des CIA sinus venosus. Le traitement doit être précoce pour protéger le ventricule droit et prévenir le survenu de troubles du rythme. Il existe une urgence néonatale dans les chantes prétricuspides, c'est le RVPA, et le diagnostic anténatal est même plus que souhaitable de nos. Ces enfants devraient naître dans un centre chirurgical où on peut les prendre en charge dans les premiers jours de vie. On va passer aux chantes post-tricuspides, qui sont les communications interventriculaires, le canal artériel persistant et plus rarement la fenêtre aortopulmonaire, le tronc artériel commun, naissance anormale des artères pulmonaires depuis l'aorte et les fistules coronaires. Il s'agit des chantes à haute pression qui sont responsables d'une dilatation des cavités gauches et d'une HTAP précoce. Les symptômes sont présents très tôt dans la vie, dès les premières semaines, à type de dyspnée, sudation et mauvaise prise de poids. Le souffle est présent dès les premiers jours et le diagnostic est confirmé par l'échographie transthoracique. On n'a pas besoin d'autres examens pour confirmer. À l'examen, on entend un P2, une HTAP. Et la chirurgie doit être précoce dans les premiers mois de vie avant que l'HTAP soit fixée. Donc, les communications interventriculaires ou les CIV sont des passages anormaux de sang entre deux ventricules, du ventricule gauche vers le ventricule droit, système haute pression vers le système de basse pression. Et sur le plan anatomique, il y a différentes formes de CIV. Les plus fréquentes sont les CIV sous-aortiques, qu'on appelle encore périmembraneuses, et plus ensuite suivies par des CIV musculaires dans le septum trabéculé, CIV infundibulaire ou de l'outlet sous les gros vaisseaux, et finalement CIV d'admission dans les CAV. Voilà un exemple facile, tout le monde voit ça. Ici, on a le ventricule droit, le ventricule gauche, et on voit ce passage en Doppler couleur, flux rouge qui va du ventricule gauche vers le ventricule droit, et qui, comme on peut le voir ici, est très véloce. Plus le shunt est véloce à travers la CV, plus les pressions pulmonaires sont basses. Densité élevée à travers la CV égale pas d'HTAP. Les CIV sont fréquentes, elles représentent 30% des cardiopathies congénitales, peuvent être isolées ou faire partie des cardiopathies plus complexes, telles que tétralogie de Fallot, transposition des gros vaisseaux ou autres, et certaines sont liées à des syndromes génétiques, et notamment le syndrome de Di-George, qui est la microdélétion dans le chromosome 22q11 ou la trisomie 21. C'est-à-dire que lorsqu'en anténatal, on voit une CIV qui est autre que CIV musculaire, il faudrait faire une amniosynthèse ou un prélèvement de trophoblastes ou de sang pour dépister des anomalies chromosomiques. Le traitement, les CIV larges relèvent d'un traitement chirurgical dans les premiers mois de vie avant l'HTAP fixé. Les avancées de la chirurgie cardiaque étaient telles qu'avant, on opérait les enfants vers l'âge d'1 an et souvent on faisait des cerclages pulmonaires palliatifs. De nos jours, on peut opérer les enfants très tôt après la naissance, à 2 mois, 3 mois de vie, si la CIV est mal tolérée, avec un risque opératoire qui est très faible. Le cerclage pulmonaire est maintenant quasiment abandonné, sauf pour les cardiopathies complexes ou pour les CIV multiples, en espérant que certaines allaient se fermer spontanément avec la croissance. Le principal risque opératoire était le BAV complet, mais les chirurgiens connaissent bien ça et savent bien éviter les voies de conduction lorsqu'ils ferment une CIV sous-aortique. Les CIV musculaires significatifs peuvent être fermés par voie endoluminale des ombrelles. On peut aussi fermer les CIV sous-aortiques périmembraneuses par ombrelle, mais à mon sens, le risque de bloc auriculo-ventriculaire complet est assez élevé par rapport au risque chirurgical, et notamment en France, raison pour laquelle nous envoyer ces enfants à la chirurgie. Le traitement est favorable. Canal artériel persistant. Donc, le canal artériel est un existe de façon logique pendant la entre l'artère pulmonaire et l'aorte et qui se ferme à la naissance. S'il reste persistant, il s'agit d'un shunt entre l'aorte, qui est à haute pression, et l'artère pulmonaire, qui est à basse pression, donc shunt gauche-droite. Voici ici un exemple de large canal artériel chez une adulte. On
on peut le faire jouer et je vais l'arrêter parce qu'ici, on voit très bien ce passage. Ici, on a l'artère pulmonaire en haut, l'aorte thoracique descendante en bas, et ici, entre les deux, on devine un trou qui correspond au canal artériel. Voilà, là. En Doppler couleur, on voit le passage depuis l'aorte vers l'artère pulmonaire. Là, on a pris la vélocité à travers ce flux qui est élevé, supérieur à 4 mètres par seconde, qui nous fait penser que les pressions pulmonaires sont basses. Ici, un autre exemple d'une jeune femme qui présente également un large canal artériel qui mesure 1 cm, donc l'artère pulmonaire, l'aorte, mais lorsqu'on met le Doppler couleur dedans, on se rend compte qu'on a un shunt gauche-droite rouge, mais également un shunt droite-gauche en bleu, donc ce qu'on appelle un shunt bidirectionnel, qui nous fait suspecter l'élévation des pressions pulmonaires. Donc, là, ça passe de l'artère pulmonaire vers l'aorte, et ensuite de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Et lorsqu'on mesure la vélocité à travers ce canal, on voit qu'elle ne dépasse que très peu 1 mètre par seconde, c'est-à-dire que sont quasiment égalisés entre l'artère pulmonaire et l'aorte, donc HTAP. Et il existe un signe clinique très particulier de cette maladie, qui est une cyanose différentielle de la moitié inférieure du corps. Pourquoi? Parce que le canal artériel, quand il chante droite-gauche, arrive au niveau de l'aorte thoracique descendante. Donc, la partie inférieure du corps est désaturée. On peut ici voir un hypocratisme digital des orteils avec la cyanose, alors qu'au niveau de la main est rose et les ongles sont normaux. Donc, si jamais à l'examen clinique, vous avez un éclat de B2 et ce signe clinique, il faut suspecter un canal artériel persistant avec hypertension artérielle pulmonaire. Le traitement, si le canal ne se ferme pas, il faut le fermer, le plus souvent par voie endoluminale percutanée, même les petits canaux, parce qu'il existe un risque d'endocardite infectieuse. La fermeture est chirurgicale par thoracotomie gauche, en cas de très gros cas, mais de nos jours, c'est rare. L'évolution à long terme est excellente et sans séquelles, mais si on est devant une HTAP fixée, ce qu'on appelle encore un syndrome d'Eisenmenger, la fermeture est contre-indiquée. Maintenant, on va juste toucher un mot sur ces cardiopathies plus rares, qui sont la fenêtre aortopulmonaire, le tronc artériel commun et la naissance anormale de l'artère pulmonaire depuis l'aorte. Qu'est-ce qu'une fenêtre aortopulmonaire? C'est un shunt entre l'aorte ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Un tronc artériel commun correspond à une très large CIV, au-dessus de laquelle naît un vaisseau unique qui va donner l'aorte et l'artère pulmonaire. Et une branche pulmonaire peut également, rarement mais ça existe, naître à partir de l'aorte thoracique ascendante ou descendante. Il s'agit des shunts qui se manifestent très rapidement après la naissance par un gros souffle continu et par une défaillance cardiaque. Et de ce fait, ces enfants sont opérés très vite. L'évolution est favorable après le traitement chirurgical. Le canal artério-ventriculaire est la cardiopathie typique de la trisomie 21, qui devrait être dépisté de nos jours en anténatal, puisque lorsqu'on le voit, il faut faire une amniosynthèse pour infirmer le diagnostic de la trisomie. Après, ce n'est pas la seule maladie génétique qui donne ça, mais c'est la plus fréquente. Il y a des formes complètes avec CIA-CIV, CIA isolé ou CIV isolé, mais ce qui est constant, c'est la valve auriculo-ventriculaire unique. Cette cardiopathie est également traitée dans les premiers mois de vie par chirurgie. Un petit mot sur les fistules coronaires qui sont rares. Il s'agit d'une communication entre une artère coronaire avec une cavité cardiaque. Les symptômes peuvent être des douleurs thoraciques par phénomène du vol coronaire ou troubles du rythme. On note un souffle d'intensité variable en fonction de la taille de la fistule. À l'échographie cardiaque, qui peut être difficile, le principal signe, c'est la dilatation des artères coronaires. Et on a systématiquement recours à l'imagerie en coupe par scanner ou angiographie pour confirmer le diagnostic. Le traitement est l'occlusion percutanée ou cure chirurgicale. Et voilà un exemple chez une enfant. On a vu une coronaire gauche dilatée, elle était essoufflée à l'effort et avait des douleurs thoraciques lors des gros efforts, elle faisait du basket.
Donc, on voit en fait ce gros flux rouge dans la coronaire gauche qui est anormalement visible. Et ensuite, lorsqu'on on regarde le cœur en 4 cavités, on voit un flux anormal arriver dans le ventricule droit. Et en fait, il s'agissait d'une fistule coronaire qui était bouchée au cathétérisme cardiaque avec succès. Ici, juste une image de scanner où on voit cette coronaire énorme, fistuleuse, très dilatée. Et en résumé, 3 messages. Les chantes prétricuspides sont des chantes à basse pression, longtemps bien tolérées, mais le pronostic est au ventricule droit et à l'arythmie auriculaire. Fermeture dans l'enfance. Les chantes prétricuspides, le pronostic est au poumon. Fermeture précoce dans les premiers mois de vie. Et le RVPA total est une urgence néonatale et devrait être en anténatal. Je voulais remercier Dr De Geter pour tous les beaux schémas qu'il a fait. C'est lui qui les a tous faits. Et je voulais vous remercier pour votre attention. Maintenant, on va peut-être laisser Sébastien parler et on va laisser s'il y a des questions pour la fin. Je ne sais pas comment faire. Merci beaucoup, Yelena. Je vais partager mon écran. C'est bon, je crois que j'ai accès. Est-ce que vous arrivez à le faire? Ah, super. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Ouais. Je vais mettre un diaporama. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Sébastien Asquet et merci beaucoup à Yelena et à M. De Geter pour l'invitation à vous parler ce soir. Et puis, de toute façon, on va se revoir demain matin puisqu'on a une session de KT ensemble à la clinique RINA demain. Donc, je vous propose de vous parler des indications principales du cathétérisme des cardiopathies congénitales qui sont la fermeture des shunts, mais on va aussi illustrer avec d'autres éléments ce que l'on peut faire maintenant par le cathétérisme. Et j'associe bien entendu à cette présentation mes 2 collaborateurs à l'hôpital Marie-Lannelongue, M. Jérôme Petit qui est mon maître et qui m'a tout appris sur le cathétérisme, et puis Clément Batteux avec qui je travaille désormais actuellement à Marie-Lannelongue. Donc, un cathétérisme démarre avant tout chez un enfant par une anesthésie. Donc, on fait le plus souvent maintenant des sédations douces sans forcément besoin d'avoir besoin d'intuber. On peut faire des sédations comme ça aux lunettes ou avec parfois un masque laryngé. Mais pourquoi on peut se permettre de faire comme ça? Puisqu'en fait, finalement, le cathétérisme est mini-invasif et qu'il y a très peu de choses qui est douloureux. On va passer ensuite sous anesthésie locale associée un petit guide comme ça dans la veine qui va nous permettre le plus souvent de pouvoir faire le cathétérisme par voie veineuse. Éventuellement, on passera par voie artérielle si c'est nécessaire, mais le plus souvent, ce sera par voie veineuse avec des désilets qui sont maintenant très souples et atraumatiques pour les vaisseaux. Et on a finalement des excellents résultats et on a peu d'occlusion de vaisseaux, que ce soit artériel ou veineux, maintenant liés au désilet chez les enfants à qui on fait des cathétérismes, parfois de façon répétée. Parfois, on a besoin de voies d'abord qui sont complètement autres et exceptionnelles. Ce patient n'avait pas d'accès par voie veineuse parce que c'était opéré dans les périodes historiques et tout était bouché en bas. Et on est allé fermer un shunt sur un montage de ces lignes, un montage un peu particulier, en passant par la voie veineuse sushépatique, donc à travers directement en sous-costal, dans les veines sushépatiques. Et ça, c'est une image tirée des Américains qui sont assez dans cette procédure hybride pour une maladie très grave qui s'appelle l'hypoplasie du ventricule gauche. Et vous avez fait un stenting du canal artériel directement en passant par l'artère pulmonaire, le chirurgien, quant à lui, faisant un cerclage des 2 AP. Donc voilà, on peut avoir des voies d'abord qui sont tout à fait exceptionnelles et différentes pour aboutir au but de l'intervention. Nous, notre stratégie est plutôt en première intention sur ce type de maladie de proposer une chirurgie qui s'appelle la chirurgie de Norwood, plutôt que d'aller sur cette approche hybride, mais ça peut parfois être utile. Et ça, c'était une fermeture d'un shunt un peu particulier que nous avions fait, c'est un shunt interventriculaire que nous avions fait par le ventricule droit, en traversant la paroi du ventricule droit et en allant poser une prothèse sur une CIV musculaire assez distale qui n'était pas en bonne zone pour le chirurgien. Donc, après avoir une voie d'abord et fait son cathétérisme, bien sûr, il faudra du matériel pour pouvoir faire du cathétérisme interventionnel et je vais vous illustrer ensuite les différentes possibilités. Mais avant le cathétérisme interventionnel, le cathétérisme sert encore beaucoup pour le cathétérisme pour la partie diagnostique, pour regarder différentes choses. On peut analyser les trajets des sondes, l'anatomie, les courbes de pression pour avoir notamment documenté l'hypertension ou analyser l'hypertension artérielle pulmonaire, comme vous en a parlé Yelena. Et puis, on va quantifier les shunts pour savoir dans quel sens se fait le shunt, évaluer les résistances vasculaires pulmonaires, parfois quand on a un shunt avec HTAP pour savoir si on peut encore le fermer.
Et puis un visé diagnostic, on pourra faire l'angiographie qui nous permettra de choisir et de préparer notre matériel. Donc analyse de pression, ça se fait comme ça. Et ça nous permet par exemple d'illustrer ici une sténose valvulaire pulmonaire avec une pression très élevée dans le ventricule droit jusqu'à 120 mm de mercure et une pression amortie dans l'artère pulmonaire. Et donc on est allé dilater ensuite cette valve pulmonaire rétrécie, c'est une des indications assez fréquentes. Les shunts et pour analyser l'HTAP. Donc l'HTAP, quand on a un shunt, on ne peut pas le faire de façon classique avec la mesure du débit cardiaque par thermodilution, ce que vous avez toujours vu et appris pour la mesure du débit cardiaque. Eh bien, quand il y a un shunt, ce n'est pas applicable. Donc on est obligé d'utiliser une formule complexe qui repose sur le principe de Fick. Et pour cela, on a besoin de mesurer la consommation d'oxygène, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une cloche comme ça qui va mesurer l'oxygène délivrer par le patient. Et tout en analysant ces gaz du sang dans l'artère pulmonaire, dans la veine pulmonaire, et en connaissant ces pressions dans l'artère pulmonaire et dans l'oreille gauche, eh bien, on va pouvoir en déduire et calculer les résistances vasculaires pulmonaires. Et donc ça, on a eu récemment le cas qui s'est présenté, parce qu'on avait un patient d'Ielena qui avait une HTAP qu'il fallait réévaluer. Et en fait, on a finalement pu le faire à la clinique RINA en utilisant des systèmes qui servent à faire les épreuves d'effort cardio-respiratoire VO2. Et en fait, on a utilisé le système VO2 pour mesurer la consommation d'oxygène pendant le cathétérisme. Donc, autre illustration après visée diagnostique, un très gros canal ici vu en angiographie latérale, et puis d'autres angiographies qu'on peut avoir ici, une angiographie dans le ventricule gauche pour voir des CIV multiples. On a comme une vue 4 qualité, il faut imaginer ici on a l'oreille gauche, l'oreille droite, le ventricule gauche, le ventricule droit, on injecte rétrograde aortique, et on voit plein de petits passages de contraste à travers les milliers de collatérales, les milliers de CIV musculaires de ce patient. Enfin, beaucoup de CIV, c'était des CIV musculaires multiples, le fromage de Gruyère. Et puis, on peut voir aussi les artères pulmonaires, avec ici des sténoses distales sur un syndrome un peu particulier qui s'appelle le syndrome de l'Agile. Donc là, on a des sténoses distales, ça donne une hypertension ventriculaire droite, un souffle caractéristique dans les aisselles. Donc les angiographies à visée diagnostique sont encore aussi utiles dans certaines indications préopératoires complexes. Ici, c'est une analyse d'un ventricule d'une maladie qui s'appelle l'APSI, il n'y a plus de valve pulmonaire, et on injecte le ventricule droit, on voit plein de collatérales qui réopacifient vers les coronaires et l'aorte, ce qu'on appelle des fistules coronaires VD, avec une circulation des coronaires qui est VD dépendante. Intéressons-nous désormais au cathétérisme interventionnel qui représente quand même maintenant 60 à 80% des indications. Et parmi les indications du cathétérisme interventionnel, la fermeture de shunt va être une des indications majeures, comme on s'est focalisé dessus ce soir. Donc en premier, la CIA ostium secundum, donc la CIA centrale, qui va, pour pouvoir être fermée par la petite prothèse telle que montrée sur ce schéma, il va falloir des bons rebords. Donc généralement, on analyse tous les rebords préalablement préalablement à la fermeture par voie percutanée. Et donc, pour analyser ces rebords, on va utiliser bien sûr l'échographie, on va regarder dans les différents axes, parce que parfois on a l'impression que dans un axe on a des bons rebords, et en fait dans un autre axe on peut ne pas avoir de rebords, comme ici vers le mannequin inférieur. Et donc en fait cette CIA, bien qu'elle soit ostium secundum et par essence centrale, n'était pas accessible à une fermeture percutanée parce que la prothèse pouvait glisser vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on fait une analyse minutieuse dans les différents plans des CIA avant une fermeture percutanée pour vérifier qu'on a bien les bons rebords pour pouvoir positionner la prothèse. Et ensuite, ben voilà, la prothèse, ça se prépare comme ça. Donc, c'est des prothèses en nitinol, alliage de nickel et titane, à mémoire de forme, et qu'on vient visser sur un câble. Donc, ça permet de les tenir et de les stabiliser lorsqu'on va les délivrer, lorsqu'on va les acheminer. Et puis ensuite, vous allez voir, en fait, elles ont la propriété d'être auto-expansibles et à mémoire de forme. Donc, en fait, on va pouvoir les rentrer dans ce cathéter, comme ça, et quand on va les ressortir, elles vont reprendre leur forme. Donc, il se passera le même phénomène en intracardiaque. Et donc, bien sûr, après, on purge les bulles pour éviter qu'il y ait des petites embolies gazeuses lorsqu'on va faire ça. Et on pratique, et après, on déploie la prothèse de cette façon-là. Disque dans l'oreillette gauche. Là, c'était une prothèse relativement grosse. Vous voyez que notre particularité, c'est qu'on le fait sous anesthésie, sous guidage échographie transthoracique. On ne le fait pas sous ETO, contrairement à d'autres équipes, parce que pour nous, c'est plus safe. Ça permet de faire une sédation moins lourde, pas forcément besoin d'intuber. Et donc, on déploie le disque gauche. Puis, délicatement, on amène ensuite le disque droit. Donc là, on est dans l'oreille gauche. Et ensuite, on amène, on tourne un peu pour prendre une bonne position. Et on déploie le disque droit qui arrive. Voilà, et la prothèse a bien pris sa forme. Alors, je vous dis ça, mais c'est mieux si on peut. Donc après,
une fois qu'on a positionné la prothèse, on vérifie par l'échographie avant de la larguer qu'elle est bien en place, qu'elle est bien à cheval, en bonne position sur le septum, avant de la dévisser, de laisser le câble. Alors, je vous ai montré ce qu'on voit, nous, lorsqu'on fait en fluoroscopie classique. C'est vrai que le TO permet pour vous, et je le mets à visée didactique, permet de mieux comprendre où se fait le trou sur la fluoroscopie. Et donc, la première étape, ça, c'est des vues à fusion d'images, écho et fluoroscopie qu'on n'utilise pas en pratique routinière, mais qui permettent, là, à visée didactique, de bien vous montrer où se fait la CIA avec un ballonnet qui vient calibrer la CIA. Et puis, cette vue 3D, on voit bien où est la CIA au milieu de la fluoroscopie. Donc, c'est cette zone-là qu'on est venu ensuite fermer par cathétérisme en mettant la prothèse, en délivrant d'abord le côté oreillette gauche, puis ensuite en venant déployer le côté oreillette droit, tel que montré précédemment. Donc, vous voyez, avec cette fusion, ça permet tout à fait un tout petit peu mieux, même si là c'est un peu avec beaucoup de garde, ça permet de mieux comprendre où est la CIA et la manœuvre qu'on a pu faire. Alors, toutes les CIA ne sont pas forcément standards. Parfois, on a des CIA plus complexes, avec le risque, si on n'a pas des bons rebords, d'avoir une embolisation de la prothèse, et le risque, si on dimensionne mal la prothèse, d'avoir une érosion, avec ici le bord de la prothèse qui est rentré dans l'aorte. Donc, c'est pour ça que c'est le sizing et le choix de la bonne taille, la prothèse vraiment adaptée à la morphologie de la CIA et à sa taille, est important, ni en surdimensionnant, ni en sous-dimensionnant, pour éviter ces deux risques, qui sont heureusement rares, mais graves. Embolisation, globalement, c'est, je dirais, 1 fois sur 100, et ce n'est pas forcément le plus grave parce qu'on va se débrouiller tout seul, on va récupérer avec un lasso et on va récupérer la prothèse. Érosion, c'est beaucoup plus ennuyeux, ça veut dire chirurgie en urgence, et heureusement, c'est beaucoup plus rare, c'est 2 sur 2500 dans notre expérience, mais ce n'est pas négligeable. Ça fait partie des choses dont on prévient les patients. Parfois, on a des CIA qui sont doubles. Donc, dans ce cas-là, on a choisi de fermer la CIA double en fermant les deux CIA en même temps, avec deux prothèses qui sont venues se mettre en créneau et qui ont fermé de façon tout à fait appropriée les défects. Et parfois, on peut avoir besoin d'avoir 3 CIA, 3 prothèses. C'est exceptionnel. Moi, ça m'est arrivé une seule fois chez un patient adulte qui vraiment, et pour le coup, il y avait vraiment la place pour mettre 3 prothèses parce que les CIA étaient éloignées les unes des autres et finalement, aucune des CIA ne se chevauchait. Excusez-moi parce qu'il y a le service qui m'appelle 2 fois, mais je vais rappeler. Mais Myriam, je suis en webinaire avec Yelena, c'est urgent ou pas? Bon, je te rappelle à tout. Et donc voici la position finale de la prothèse avec ce qu'on regarde ici en cas de cavité, que ça vienne bien être le parallèle du septum, et ici en corax. Hop, ça ne veut pas défiler, je ne sais pas pourquoi, mais en fait on a ici l'aorte, et donc on veut que la prothèse moule bien la racine aortique et ne soit pas impactée dedans. Un cas un peu particulier, si ça veut bien défiler, qui était une forme de CIA où en fait il y avait un retour azygos. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de veine cave inférieure. Il y a la veine cave inférieure, il y a une interruption de la veine cave inférieure et le retour veineux par le bas se fait par la veine azygos qui se jette dans la veine cave supérieure. Et donc c'était un peu tortueux, mais finalement on a pu, sur cette CIA qui était centrale et heureusement avec des bons rebords, arriver à acheminer la prothèse. Donc là, elle arrive par le bas vers la veine cave supérieure, on arrive dans l'oreillette droite, et puis finalement on arrive avec toutes les coudures à la déployer dans l'oreillette gauche. Donc, vous voyez, on a quand même la souplesse des matériaux et du dispositif qu'on a qui nous permettent de s'adapter, de se conformer à cette anatomie très particulière chez cette patiente. Et puis, un cas très particulier, mais quand on a de l'HTAP, théoriquement, c'est une contre-indication formelle à fermer le défect parce que en fait, la CIA sert de soupape de sécurité. Mais dans certains cas, il nous est arrivé chez les patients pour lesquels il avait fallu aller pour l'HTAP jusqu'à la transplantation pulmonaire, et du coup, de faire une transplantation bipoumon. Et puis finalement de fermer la CIA après avoir fait la transplantation bipoumon. Donc là, c'est ce qu'on appelle la stratégie transplant enveloppeur. Finalement, c'est on traite d'abord la conséquence et l'HTAP, malheureusement, et puis ensuite la CIA qui était la cause. Vous avez en haut le VD avant, en bas le VD après. Vous voyez la nette différence en termes de volume des cavités droites et de fonction du ventricule. Alors, plus récemment, donc là, on parlait vraiment des CIA ostium secundum, qui est l'indication phare pour la fermeture par voie percutanée. Plus récemment, l'année dernière, et depuis l'année dernière, on a fait 6 cas, on a fait les premiers cas en France, c'est la fermeture percutanée des CIA sinus venosus. Alors normalement, ça ne se prête pas du tout à ça, mais en fait, on se rend compte que l'abouchement anormal des veines pulmonaires se fait parfois de façon assez postérieure dans la veine cave supérieure, et finalement, il peut y avoir un petit renflement qui fait que si on met un stent couvert dans la veine cave supérieure,
on va pouvoir à la fois exclure la CIA et tunneliser et laisser les veines pulmonaires anormales s'aboucher derrière le stent vers l'oreillette gauche. Et là, vous avez la vue ici reconstruite sur le scanner après la procédure avec la vue en dessus, avec le RVPA qui était là en rouge et qui se draine maintenant vers l'oreillette gauche et avec le stent couvert qui est venu fermer la CIA sinus venosus tout en laissant les veines pulmonaires à l'oreillette gauche. Donc, c'est une alternative intéressante. Plutôt, pour l'instant, c'est réservé aux adultes parce que le stent ne va pas grandir avec la croissance. Et on attend d'avoir bien sûr plus de preuves sur le long terme, mais c'est une stratégie intéressante chez les patients qui ont une anatomie qui est favorable. Donc, on fait une modélisation et une simulation, même parfois sur bande d'essai au préalable, avant de se lancer dans ce type de procédé. Et donc, en pratique, on se sert aussi des techniques de fusion d'images, c'est-à-dire qu'on avait mis ici sur le RVPA positionné un marqueur d'intérêt sur la fusion sur le scanner préalable. Et là, on est en train de déployer le stent couvert. Et puis, à l'ETO, on vérifie la perméabilité de la veine pulmonaire et on avait mis un guide de protection aussi dans la veine pulmonaire pour la sécuriser. C'est une intervention un peu plus complexe, mais qui va probablement, avec l'amélioration de la connaissance de cette technique interventionnelle, pouvoir aussi se simplifier un petit peu dans les années à venir. Donc ça, c'était CIA. Les autres types de CIA que sont les CIA ostium primum qui sont intégrés au CAV ne sont de prise en charge chirurgicale, de même que la CIA beaucoup plus rare qui s'appelle la CIA du sinus coronaire, dont je ne parlerai pas parce que c'est anecdotique, c'est exceptionnel, et qui est aussi éventuellement, quand le shunt est significatif, sera à fermeture chirurgicale. Par contre, le canal, ça aussi, donc CIA ostium secundum, pour nous, sur 600-700 KT, ça représente 100 à 110 par an. Donc, c'est une des indications phares. Le canal, c'est à peu près pareil, c'est 100 par an. Et voici illustré une des interventions qu'on a pu faire à la clinique RENA récemment, si elle veut bien se lancer. Hop. Donc, vous voyez, donc, le docteur Matteux et moi, donc on avait ici fait une angiographie, positionné, donc l'enfant est endormi, on se protège, en salle de fluoroscopie, et puis on est passé à travers, amener ici la prothèse dans le canal artériel. C'est une prothèse qui a une forme en bouchon de champagne et qu'on va déployer tout doucement. On va venir, voilà. C'était un canal qui était assez gros parce que vous voyez que la prothèse quand même prend une bonne forme, et puis la horte n'était pas d'extrêmement grande taille, donc on l'a bien tiré pour éviter de gêner un petit peu la horte, et on avait une prothèse qui était parfaitement bien positionnée avec un résultat tout à fait satisfaisant, et puis donc l'enfant a pu sortir le lendemain de la procédure. Donc ça, c'est le principe d'une fermeture percutanée de canal artériel persistant, qui est une procédure vraiment standard et classique maintenant en cardiopédiatrie. Voici d'autres exemples ici illustrés avec un canal où on est un peu plus large, mais on voit une aorte un peu plus grande, une prothèse un peu plus imaginée, mais c'est le même principe. Et parfois, quand c'est plus petit, on va utiliser des coils. Mais ça c'est vraiment une procédure sur laquelle maintenant on a pas mal de recul. Ça fait 30 ans que c'est utilisé, ce système, et ça marche très bien avec une vie normale derrière. Beaucoup plus exceptionnel que la fermeture de CIA ou de canal artériel va être la fermeture de CIV. Parce que c'est pour le plus souvent, pour l'instant, les CIV vont être fermés par voie chirurgicale. Par contre, dans certains cas, on peut être amené à fermer la CIV par voie percutanée. C'était le cas ici d'une CIV distale musculaire que vous voyez en bas de l'écran sur le TO, et qui a été fermée par voie perventriculaire. C'est la voie d'abord que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça vous donnait cet aspect-là, en fait, de prothèse par la suite. Donc, c'était un résultat vraiment très satisfaisant. Et ça, c'est un endroit qui était assez loin pour le chirurgien parce que le chirurgien arrive par l'oreillette droite. Donc, lui, il n'a pas trop envie d'aller tout au fond du ventricule pour aller fermer la CIV. Et on préfère éviter qu'il ouvre par voie chirurgicale le ventricule droit, où ça va laisser une cicatrice potentiellement arythmogène. Donc, c'était une bonne forme pour le cathétérisme. Mais ça reste des interventions relativement rares par rapport au nombre de CIV fermés par voie chirurgicale. Et puis, par contre, des CIV qui ont été fermés par voie chirurgicale pour lesquels il y a une CIV résiduelle, eh bien, on peut être amené parfois, en particulier chez des adultes, à faire une fermeture par voie percutanée. Donc ici, illustré avec un cas d'un patient qui avait une CIV avec un gros débit. On voyait ici le patch qui avait une forme même un peu coudée, bizarre, calcifiée, et en fait, il restait quasiment un petit tunnel sous la valve aortique de CIV, et qu'on a pu fermer en faisant une boucle artério-veineuse et en amenant une gaine souple, là, de la même manière que je vous montrais pour la CIA un peu atypique. Et puis en déployant une prothèse, vous voyez un peu l'angulation que ça prend. Et on a mis d'ailleurs une prothèse de canal et qui est venue fermer la CIV sous-aortique ici, avec un résultat qui était tout à fait satisfaisant. On a l'impression que ça se superpose à la valve aortique, mais il n'y avait pas du tout de fuite, pas du tout d'intrication à la valve aortique. C'est un effet de coupe et le résultat était tout à fait satisfaisant. Mais ça vous illustre quand même que la valve aortique n'est pas loin du tout
Donc, c'est vraiment un élément sur lequel on avait une surveillance constante durant cette procédure. Et puis, pour ce qu'on appelle les CIV membraneuses ou périmembraneuses, ça reste débattu la place du caté parce que, en fait, finalement, soit le shunt est vraiment très significatif ou la CIV très large, membraneuse, et elle va être opérée dans la première année de vie. S'il n'y a vraiment que de l'hyperdébit par la suite, certaines équipes vont proposer une chirurgie, d'autres vont dire on attend parce que de toute façon, le shunt a tendance à diminuer au cours du temps et la CIV va avoir tendance à diminuer, donc ce n'est pas la peine d'intervenir. Et puis, d'autres équipes encore en France vont plutôt proposer une fermeture percutanée. Qui peut, avec les difficultés liées à l'anatomie, puisqu'on a la valve tricuspide qui n'est pas loin, on a la valve aortique qui n'est pas loin, on a le faisceau de conduction avec le faisceau de His qui n'est pas loin avec le risque de BAV. Donc, ce n'est pas une localisation où on aime trop venir. Je vous illustre les dispositifs qui ont été utilisés, mais ce coil n'est pas trop utilisé désormais parce qu'il y avait des problèmes d'hémolyse. Et puis, ici, illustré un cas un peu particulier d'un adulte qui, pour le coup, finalement, était une bonne indication. Initialement, donc c'était une CIV que j'ai fait en mission avec mes collègues toulousains. Et en fait, on débattait dans la salle de cathétérisme parce qu'il y avait une fuite tricuspide associée à cette CIV. Mais en fait, cette fuite tricuspide était favorisée par un effet Venturi, par un effet un peu mécanique lié à la CIV. Et donc, en fait, on aurait pu proposer soit une plastie trique et une fermeture chirurgicale de CIV. Et en fait, finalement, on a tenté la fermeture percutanée. Et vous allez voir qu'en fait, paradoxalement, en supprimant l'effet Venturi, eh bien, la fermeture de la CIV a permis d'améliorer de façon très nette la fuite tricuspide chez ce patient. Donc, finalement, il y a quand même de la place dans certaines indications un peu particulières pour une fermeture percutanée de CIV, mais ça reste quelques cas exceptionnels. Je vous montre le résultat angiographique final qui était vraiment très intéressant. Et puis, les CIV, c'est parfois un shunt non congénital acquis. Ça, c'est le résultat final. Eh bien, on peut avoir des CIV post-TAVI qu'on a été amené à fermer, ici à la base d'une valve Edwards, ou des CIV post-infarctus. Alors, ça ne marche pas toujours bien, mais écoutez, moi qui étais plutôt assez pessimiste, la semaine dernière, on a une patiente à qui on a fermé une CIV post-infarctus de façon très précoce et qui a été bien améliorée, qui est partie en rééducation, qui va bien. Et donc, ça peut, dans certains cas, marcher, mais ça reste pour l'instant des indications très restreintes. Et pour illustrer aussi un cas plus rare, effectivement, sur les fistules coronaires, d'un patient de 71 ans qu'on avait eu à prendre en charge pour une insuffisance cardiaque, avec grosse fuite trique, grosse fuite mitrale, et surtout, en fait, mise en évidence d'une fistule coronaire entre la circonflexe et le sinus coronaire, qui était la cause, avec l'hyperdébit très significatif, qui était la cause des fuites tricuspides et mitrales fonctionnelles avec la dilatation des cavités. Donc, c'était posé la question de l'indication à fermer cette fistule en se disant qu'il y avait quand même déjà des conséquences assez nettes et importantes du shunt et que c'était peut-être trop tard. Mais finalement, on a fait, pour documenter un peu mieux le shunt, au préalable une IRM 4D flow. Et je vais vous montrer d'abord la coronarographie. À droite, il n'y avait pas de problème. À gauche, vous allez voir la coronaire énorme. On n'arrive même pas à bien deviner son trajet. Ça, c'est l'IVA et ça, c'est la circonflexe qui est dilatée avec une fistule distale qui s'abouche dans le sinus coronaire qu'on voyait mieux sur le scanner. Et donc, on avait fait faire une IRM 4D flow. Et cette IRM 4D flow avait permis de voir de façon assez jolie la fistule, mais surtout avait permis de quantifier le shunt qui se faisait à travers la fistule. Et en fait, quand on a vu ce degré de shunt résiduel encore à travers la fistule, on s'est dit qu'il y a tout à fait un intérêt à fermer cette fistule, au moins pour essayer d'améliorer le patient sur le plan fonctionnel. Et donc, ça n'a pas été simple. Ça a nécessité plusieurs procédures. Ça, c'était une première procédure qui avait été faite dans un autre centre, mais les coils n'étaient absolument pas étanches. Donc, on a dû y retourner pour essayer de mettre plutôt des dispositifs de type prothèse. Donc, une boucle artério-veineuse pour commencer. On passe par l'artère guide, on le récupère dans l'oreillette droite. On achemine ensuite une gaine et on a déployé un premier vasculaire plug 2. Ça marchait partiellement, mais ce n'était pas encore parfait. Donc, deuxième vasculaire plug 2 avec la gaine qui crée une distorsion sur la fistule, raison pour laquelle on voit du contraste un peu stagné, mais ce n'est pas du tout mauvais signe, c'est que le contraste. Et ça nous semblait plutôt vraiment pas mal, mais on s'est rendu compte qu'après, sur le résultat final, il y avait encore quand même, malgré ces deux plugs, un shunt résiduel. Donc, on s'est donné un peu de temps pour laisser voir si les prothèses n'allaient pas permettre une bonne étanchéité. Finalement, on est venu compléter cette fois-ci en venant en amont, rajouter tout un paquet de coils pour être beaucoup plus étanche.
Et le patient a été très, très amélioré après sur le suivi à 1 an. Donc là, je vous montre comment c'était comment c'était avant. Et 1 mois après la procédure, on voit déjà une nette involution du volume des cavités et un patient qui avait été très amélioré sur le plan fonctionnel. Donc finalement, même tardivement, cette fistule, le message de ce joli cas sur cette fistule, c'est que il vaut mieux fermer ces fistules assez tôt pour éviter des complications liées au shunt. Et puis 2, même assez tardivement, ça peut être intéressant sur le plan fonctionnel de les fermer. Donc maintenant, on a fini sur la partie shunt. Et je dirais que je vais vous illustrer d'autres cas de cardiopédiatrie que l'on peut être amené à faire, comme par ici l'ouverture d'un shunt, la création d'une CIA, c'est la manœuvre un peu phare des cardiopédiatres qui s'appelle la manœuvre de Rashkin et qui consiste dans une maladie qui s'appelle la transposition des gros vaisseaux, quand les 2 vaisseaux sont inversés, à venir à élargir le foie restrictif à naissance de façon à pouvoir faire un mixing de sang en attendant la correction chirurgicale artérielle. On peut être amené à faire des stentings du canal dans certaines cardiopathies ducto-dépendantes, que ce soit pour la perfusion pulmonaire ou systémique, en alternative à la chirurgie dans ces indications. On peut être amené, ça reste une indication assez fréquente, pour dilater des valves pulmonaires. Donc là, on va ouvrir la valve pulmonaire rétrécie au ballonnet, en gonflant le ballonnet. On va voir ici l'empreinte de la sténose se lever. Donc c'est simplement, il faut ouvrir les commissures avec le ballonnet. Ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de mettre de matériel dans ces indications, il y a juste besoin d'ouvrir la valve. Et puis après, dans les formes favorables, c'est une vie normale. Et puis parfois, par contre, la valve est atrétique, donc on a besoin de perforer la valve pulmonaire. Donc vous voyez ici, on va amener doucement la sonde de radiofréquence, on va perforer le plancher de la valve pulmonaire, puis dilater ensuite après de façon classique. Et enfin, parfois, on va être amené à dilater des vaisseaux rétrécis, comme des vaisseaux de recoartés, c'est-à-dire une coartation qui a été opérée et qui resténose. Ou alors, chez le plus grand, chez l'adulte, on peut être amené à stenter des coartations natives, comme ici en fusion d'image scanner en géographie, ou chez une jeune femme ici de 22 ans qui avait en plus une bicuspidie, comme souvent, une belle coartation avec une aorte un peu cervicale, une coartation assez loin de la sous-clavière gauche, très serrée. Donc, on a pris parti de mettre un stent couvert par précaution pour éviter le risque de rupture aortique. C'est une intervention, pour le coup, ça on fait avec un backup chirurgical vasculaire, c'est-à-dire qu'on prévoit avec les chirurgiens vasculaires une endoprothèse aortique pour anticiper au cas où on a une effraction, même si heureusement c'est rare, mais c'est tellement grave qu'on préfère anticiper. Vous voyez ici le résultat final après avoir mis le stent couvert. Et puis ici le résultat échographique après, qui était très joli avec un mini magazine résiduel, mais vraiment un aspect très très satisfaisant chez cette patiente. Et vous voyez l'aspect angiographique, qui était l'aspect scanographique, qui était aussi tout à fait satisfaisant. Et enfin, on peut être amené à mettre des valves par voie percutanée chez les patients qui ont été opérés sur la voie pulmonaire. Donc, c'est les mêmes valves qu'un côté aortique, c'est les mêmes que les TAVI, sauf que nous, nos patients sont beaucoup plus jeunes et c'est des patients qui ont éventuellement été opérés de tétralogie de Fallot dans l'enfance, qui ont une fuite pulmonaire importante ou un obstacle résiduel. Et on va venir positionner une valve pour corriger la fuite. Alors, au préalable, on a mis un stent qui sert de support. Ici, surtout, c'était une voie très large. Là, on était sur du 29 mm. C'était vraiment presque limite pour la technique. Et ensuite, on amène une gaine qui permet d'amener protéger à travers les cavités droites et à travers la valve tricuspide de la valve sapienne. Et on va déployer la valve sapienne ici à l'intérieur du stent. Donc, on utilise une technique qui est un petit peu différente, qui est vraiment très adaptée et particulière pour la voie droite. Ça n'a rien à voir avec le TAVI, même si c'est la même valve. Déjà, la valve n'est pas positionnée dans le même sens. Ensuite, on utilise une gaine spécifique de gros calibre. Ensuite, on va pré-stenter. Donc, c'est des techniques qui sont tout à fait spécifiques et différentes de celles du TAVI. Et on peut gonfler la valve de façon toute douce et progressive, alors qu'en position aortique, on est obligé d'aller relativement rapidement parce que la tolérance est assez médiocre pendant l'insufflation. Vous voyez le résultat final ici en fusion d'image. En vert, vous avez les AP, en rouge, le ventricule, en bleu, l'aorte et la position finale de la valve sapienne. Alors regardez, les coronaires ne sont pas très loin, surtout la coronaire gauche. Là, la droite était loin, mais la coronaire gauche était derrière. Donc c'est un point de vigilance qu'on a durant ce type de procédure pour éviter les complications potentielles du cathétérisme qu'il faut savoir prévenir et gérer. C'est aussi pour ça que quand nous venons faire des missions à la clinique RINA et avec Yelena, on reste la première nuit en backup à Toulouse à Strasbourg pour pouvoir gérer éventuellement une complication qui fort heureusement arrive de façon tout à fait exceptionnelle, mais on est là au cas où. Les complications, c'est quoi? C'est les complications liées à la voie d'abord, donc c'est pour ça qu'on les surveille après avec un pansement compressif, on appuie, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'hématome.
pendant la procédure, on rince bien nos cathéters, on est très vigilant à ce qu'il n'y ait pas de bulles, qu'il n'y ait pas de caillots qui se forment, on épargne la procédure. On est très vigilant à ne pas être agressif sur les parois du cœur pour éviter la survenue de troubles du rythme pendant ce type de procédure. Et puis, bien évidemment, avec la manipulation du matériel pour éviter des complications mécaniques de type perforation, épanchement ou autres, ou des complications liées au matériel. Mais avec les précautions et la spécialisation, fort heureusement, ce type de complication est exceptionnel. Donc, en synthèse, le cathé déplace à visée diagnostique parfois en préopératoire, encore. Surtout aussi pour évaluer l'HTAP associé à une cardiopathie congénitale, et puis surtout essentiellement maintenant à visée interventionnelle, avec la fermeture des shunts en particulier, qui est une des grandes indications phares d'indication de cathétérisme interventionnel. Je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Sébastien, c'était super. Est-ce qu'il y a des questions dans le panel? Je ne sais pas si les gens nous entendent. Donc là, on a vu un overview assez large. Si vous avez des questions plus spécifiques sur les shunts, sur CIA, sur c'est pas... Vous pouvez même poser des questions sur le question-réponse ici, si vous n'avez pas envie de discuter. Question sur le Docteur Rochou. Gilles Rochou, cardio, pour les fermetures de sinus venosus, en fait, le stent couvert protège la veine cave supérieure et en fait le sang veineux de la veine pulmonaire passe autour du stent couvert et va dans l'oreillette gauche. Le stent couvert, il va de la... J'ai entendu un CCIA sinus venosus et la question était un peu sur la position du stent couvert, c'est ça hein? Sur le passage en fait de la veine pulmonaire qui va faire le tour du stent couvert, va éviter la veine cave sup et donc va arriver dans l'oreillette gauche, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le stent couvert, lui, il est positionné sur la veine cave sup jusqu'à l'abouchement dans son oreillette droite. Et après, en fait, comme la veine cave supérieure, au niveau de l'abouchement du RVPA, est beaucoup plus dilatée, en fait, ça fait une espèce de renflement. Je peux vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, c'est en grand écran ou pas? Donc là, en fait, c'est une CIA sinus venosus en impression 3D. Et si on se met de derrière, on a la veine pulmonaire ici, on a la veine cave supérieure. Et en fait, ça fait un renflement. L'abouchement des deux fait un renflement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'adapter au diamètre de la veine cave supérieure ici, mettre un stent couvert du diamètre de la veine cave supérieure. Et en fait, comme il y a un renflement, et bien ce renflement va permettre au sang veineux pulmonaire de contourner le stent et de venir dans l'oreille gauche. Et ensuite, on dilate la partie basse du stent dans l'oreille droite pour l'évaser et faire en sorte qu'il y ait une étanchéité complète. Il y a à peu près 80 cas dans le monde qui ont été faits pour l'instant. Il y a Dr Corinna Mirea, qui est cardiologue à l'hôpital de Strasbourg, qui pose la question dans l'intérêt de l'IRM dans les CIA et canal artériel. Alors, dans le canal artériel, déjà, les IRM chez le tout petit, ce n'est pas forcément toujours évident, mais dans le canal artériel, on arrive assez bien à évaluer la dilatation du ventricule gauche et puis le canal de débit. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément des indications à l'IRM pour le canal artériel. Par contre, dans la CIA, ça peut avoir son intérêt. Je dirais, ça reste l'indication de fermeture de la CIA va être sur la dilatation des cavités droites. Donc, théoriquement, si on a un doute sur le fait que les cavités droites sont dilatées sur une CIA modérée, bon, il peut y avoir éventuellement une place pour l'IRM pour confirmer le degré de dilatation des cavités droites, le quantifier le shunt de façon non invasive et pousser ou non à la fermeture sur une CIA de taille moyenne avec un hyperdébit modéré. Je dirais ça peut être ça, mais il n'y a pas une... Je veux dire, l'échographie, ça reste l'examen clé et de choix et de première intention pour l'analyse des shunts. En tout cas, l'IRM n'apportera pas la morphologie, c'est-à-dire que ça peut préciser l'indication sur une CIA, mais ça ne nous sert pas pour analyser les bords et les rebords et la faisabilité d'une fermeture percutanée, parce que la résolution spatiale n'est pas assez bonne. Moi, j'avais une question. Quel est le facteur prédictif
le plus important pour une érosion de l'aorte après une fermeture de CIA est-ce que c'est la taille de la prothèse? Est-ce que c'est l'aspect? Parce que finalement, celles qu'on a vues qui sont rares, on s'y attendait pas finalement. C'était pas forcément les prothèses les plus grosses. Alors, ça, c'est une très bonne question et on n'a pas de réponse évidente. Il semble qu'il y ait plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Le premier, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu plus d'érosion au début de l'expérience que maintenant, malgré tout. Donc, un des éléments peut-être qui contribue à expliquer ça, c'est que les prothèses étaient surdimensionnées, parce que si c'est surdimensionné, c'est plus facile à poser. Donc, du coup, les opérateurs, initialement, au début de l'expérience de fermeture des CIA, pouvaient avoir tendance à surdimensionner. Et probablement que les prothèses surdimensionnées sont un peu plus agressives sur les parois et notamment sur la racine aortique. Après, il y a parfois dans les CIA avec des septums très souples, si on trouve que la prothèse bouge encore un peu après, ça peut faire un petit effet répétitif par le fait qu'elle tilte en permanence. Ça peut faire un effet un peu fil à couper le beurre par le mouvement répété. Donc, parfois, il vaut mieux avoir une prothèse de bonne taille, bien stable, qu'une prothèse un peu sous-dimensionnée et qui va rester un peu mobile. Donc ça, c'est un autre élément. Mais c'est vrai que par précaution, le laboratoire s'est un peu affranchi de ça en disant toute prothèse qui est au contact de l'aorte, toute CIA qui est aux prothèses de l'aorte, il ne faut pas la fermer par voie percutanée. En pratique, partout dans le monde, on continue à fermer ce type de CIA parce que les CIA avec déficience de berge vers l'aorte, c'est très fréquent, c'est quasiment une CIA sur 5. Donc en fait, ce qu'on va rechercher, c'est que notre prothèse moule bien la racine aortique et ne soit pas impactée dans la racine. Mais on n'est pas, moi je vous parle sur une expérience fort heureusement très limitée, c'est-à-dire que c'est l'analyse de 2 cas et on n'a pas non plus d'evidence-based medicine pour nous dire très clairement quels sont les éléments de risque. Mais le surdimensionnement initial était probablement une cause et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis sur le sizing et le choix de la prothèse. Et là, récemment, j'ai vu un patient qui a développé une insuffisance aortique très légère 10 ans après la fermeture de la CIA par prothèse. Et on voit que la prothèse, on a l'impression qu'elle touche un peu l'aorte. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je dirais que les premières données disent non. C'était une question, est-ce que la déformation de la racine aortique, la fuite aortique, je dirais, est-ce que c'est réellement la prothèse? Est-ce qu'il n'aurait pas développé une petite fuite aortique comme on voit de façon triviale chez les patients? Donc ça, c'est pas évident de le dire. Et j'espère pouvoir t'apporter des réponses un peu plus précises. On est actuellement en train d'analyser le suivi à long terme des 2500 CIA qui ont été fermés à Marianne-Long. Le suivi à très long terme, et donc c'est une des questions qui est posée au niveau de la valve aortique ou autre. Est-ce qu'il y a des choses? Ok, merci. Ah, Monsieur de Jeter, il faut juste débloquer votre micro. Levez la main. Monsieur de Jeter, il faut juste activer votre micro en fait. Moi, je pense qu'on peut lui donner la main, non, s'il entend. Ah oui, les panélistes. Oui, voilà, c'est bon. M'entendez? Oui. Très bien. Bonjour. Merci. Bonsoir tous deux, le bonsoir. Je voudrais poser deux questions concernant les ruptures aortiques après positionnement d'une ombrelle. Combien de temps ça survient? Pendant combien de temps il faut avoir peur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous, on a commencé à fermer les CIA par ombrelle il y a une vingtaine d'années et on le faisait avec une échographie transœsophagienne. Et vous ne faites pas ça. Vous avez abandonné ça ou vous ne l'avez jamais fait? Tu peux nous expliquer? Alors, deux bonnes questions. Merci, monsieur de Jeter. La première sur l'érosion. La majorité, enfin ça reste rare, une fois sur 1000, mais la majorité des érosions surviennent de façon précoce, fort heureusement. Et nous, les 2 érosions sont survenues à 36 heures après la procédure. Et je vais quand même vous raconter l'anecdote parce que je pense qu'elle illustre quand même les précautions qu'il faut avoir par rapport à ce type de geste. C'est que c'était une enfant de Brest qui était venue à Marianne-Long pour avoir une fermeture de CIA. Elle avait à peu près 6 ans. Et elle s'est plainte 48 heures, quasiment avant la sortie, d'une douleur dans la poitrine. Donc, on l'a gardée de façon brutale alors qu'elle jouait dans le parc à côté de Marianne-Long. Et donc, on a refait une échographie. Il y a un petit truc, ça ne me plaisait pas. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, j'ai refait une échographie.
épanchement péricardique, tamponnade, bloc, retrait de la prothèse et il y avait une érosion. Voilà. Donc, je dis fort heureusement que c'est survenu tôt, parce que si c'était survenu à Brest où il n'y a pas de chirurgie cardiaque pédiatrique, ça n'aurait pas forcément été évident. Mais le risque n'est pas toujours précoce, parce que j'ai des patients j'ai eu vent d'une histoire d'un patient qui a eu une érosion qui est survenue 8 ans après la fermeture de la CIA, manifestée pareil par un épanchement péricardique. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous préoccupe, même si c'est fort rare et fort exceptionnel. Je ne peux pas dire que le risque diminue au fur et à mesure du temps. On ne peut pas dire qu'il soit complètement nul. Et donc, je pense que ça fait partie de la bonne pratique d'avertir les patients avant la procédure qu'il y a ce risque théorique rare mais grave, et qu'ils sachent, ils se rappellent quand même qu'ils ont une prothèse, et que si un jour il y a une bonne douleur dans la poitrine, il ne faut quand même pas hésiter à revenir voir son cardiologue. C'est de toute façon un bon principe de manière générale. Une douleur thoracique doit conduire à aller voir le cardiologue. Voilà, ça c'était la première question. La deuxième question sur l'apport de l'ETT-ETO. J'avais commencé, avant d'être à Marignane, j'étais à Toulouse, et c'était un centre qui avait une très forte culture sur l'échographie transœsophagienne, et en particulier pour le 3D. Et donc finalement, j'ai commencé à apprendre à fermer les CIA en faisant avec du 3D et de l'ETO. Et donc, ça a été un peu une révolution culturelle en arrivant à Marignane et en travaillant avec Jérôme, qui avait arrêté depuis ce moment-là l'ETO, parce que c'est traumatique, il y avait des risques potentiellement liés à l'ETO quand même. Que ça compliquait le geste parce qu'il fallait multiplier les opérateurs, avoir quelqu'un pour faire le TO, endormir, mettre l'anesthésie générale, l'intubation, la sonde de TO, etc. Donc ça complexifiait le geste. Et donc il s'était affranchi de l'ETO assez rapidement. Et en fait, ça marche très très bien sans ETO. On a pu comparer l'expérience avant et après ETO. On a des taux de succès de pose de procédure, de taux de succès, taux d'échec de prothèse qui sont similaires. Ça ne nous gêne pas dans la pratique quotidienne. Parce qu'en fait, finalement, à force de faire des CIA, on a l'anatomie dans la tête. Quand on a fait l'échographie transthoracique juste avant, on s'est mis l'anatomie en tête, on a la fluoroscopie, on met la prothèse comme je vous l'ai montré, et on sait sur la forme de la prothèse si elle est bien positionnée ou pas. Et de toute façon, elle est encore tenue par le câble. Donc derrière, avant de la lâcher, on refait un coup d'échographie transthoracique. On vérifie, comme on le fait avec vous, on vérifie que la prothèse est bien positionnée, qu'on a nos bons critères, comme on cherche en ETO d'ailleurs, mais on voit très bien en ETT, et avant de la larguer. Et très honnêtement, ça marche très bien. Par contre, on fait de façon assez systématique une calibration de la CIA. C'est-à-dire qu'on va, avec un ballonnet, mesurer de façon invasive le diamètre de la CIA. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas se satisfaire uniquement du diamètre de l'échographie transthoracique pour choisir la prothèse. On va utiliser une calibration supplémentaire avec un ballonnet. C'est là où, à l'inverse, les équipes qui vont faire qu'avec le TO vont se dire, bon, ben nous, comme on fait le TO, on ne fait pas de calibration de la CIA et on va choisir la prothèse juste avec le diamètre TO. Nous, on a pris une stratégie différente, mais donc, ce n'est pas l'ETT toute seule, c'est ETT plus calibration de la CIA au ballon. Merci. Est-ce que je peux juste faire un commentaire là-dessus? Moi, j'ai découvert la cardiologie pédiatrique après la cardiologie adulte. Et c'est sûr que, un, on n'a pas toujours les mêmes patients. Et deux, on n'a pas la même formation. C'est-à-dire que la voie sous-costale en cardiologie adulte n'est pas une voie qui est énormément exploitée pour voir les shunts interauriculaires, parce qu'on a rapidement et facilement accès à l'ETO. Et je pense que finalement, on doit faire comme on se sent le plus à l'aise. C'est-à-dire que si on n'est pas à l'aise avec une voie sous-costale et on n'a pas l'habitude de le faire, il ne faut pas le faire, il faut faire l'ETO. Et les équipes de cardiologie pédiatrique, et surtout vous et Jérôme qui avez l'habitude de faire comme ça, peuvent s'affranchir de l'ETO. Mais je pense qu'il y a des patients chez qui l'ETT, peut-être pas nos patients, peut rester très difficile. Obèse, on ne voit rien quoi. C'était mon petit commentaire sur l'ETO. Que je partage. C'est sûr qu'un enfant qui pèse 25 kg, ce n'est pas la même chose qu'un patient de Gilles ou Paola qui pèse 120. Voilà. Le TO peut garder sa place parfois quand même dans les CIA doubles ou les CIA multiples. Où on n'est pas sûr. Voilà. OK. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci. À demain.
Elena, tu m'appelles à 9 h. 10 h au GERC, tu sors du train. Hein. Bon. Merci beaucoup, Sébastien, c'était super. Merci à vous tous. Et puis, voilà, en espérant pouvoir faire ça une prochaine fois en présentiel. Ouais, c'est pas mal. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.